En 2018, des abeilles agressives ont commencé à prendre possession de la ville texane d'El Paso. Cet essaim de millions d'abeilles mettait en danger les animaux et la population locale, mais lorsque les gens ont essayé de se débarrasser des abeilles, ils l'ont payé cher. Oui, ce jour-là, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Parce qu'on a des alliés qui connaissent une chose dont même les reines des abeilles ont peur. Beaucoup de gens ont peur des abeilles, chacun a ses raisons. Certains ont été piqués et n'ont pas supporté la douleur, d'autres ont entendu des histoires, et d'autres encore avaient simplement envie de lire quelque chose qui parle d'abeilles tueuses. Quoi qu'il en soit, la réaction est toujours à peu près la même. On dit que les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Les abeilles sont faciles à vaincre quand on sait où les frapper. Faites entrer les apiculteurs, des gars vraiment cool. D'ailleurs, les premières représentations d'humains récoltant du miel d'abeilles sauvages datent d'il y a 10 000 ans. Au cours de cette longue période, l'humanité a compris certaines choses. Comment fonctionnent les colonies d'abeilles? Qui est responsable de quoi? Et bien sûr, qui est le chef? Si on demande aux abeilles, le personnage le plus important de la ruche, c'est bien sûr la reine des abeilles. Elle est beaucoup plus grande et plus lourde que n'importe quelle autre abeille, et sa seule fonction est d'engendrer une progéniture. Bien sûr, il ne peut y avoir qu'une seule reine dans la ruche, sinon c'est le chaos, mais les reines ne vivent pas éternellement. Si une nouvelle reine est sur le point d'apparaître, l'ancienne se déplace à un autre endroit avec une partie des ouvrières pour y établir une nouvelle colonie. Si vous voyez un essaim d'abeilles, il est fort probable qu'il s'agisse d'un jour de déménagement. Elles ne dérangeront personne à moins d'être menacées. Imaginez, vous êtes en plein déménagement. Vous auriez envie de vous arrêter en plein milieu de la rue alors que vous portez un canapé, juste pour vous battre avec quelqu'un? Cependant, ce déménagement peut affecter la production de miel. Aussi, les apiculteurs tuent parfois la nouvelle reine. Mais seulement si la vieille reine remplit toujours ses fonctions royales. Lorsqu'elle commence à produire une progéniture malade ou qu'elle ne pond plus d'œufs, les autres abeilles deviennent léthargiques, ce qui signifie qu'elles n'ont pas envie de travailler. Des abeilles paresseuses, ça veut dire pas de miel, donc les apiculteurs doivent éliminer la vieille reine. Parfois, on peut diviser une ruche de cette façon, afin d'en obtenir 2, ce qui signifie 2 fois plus de miel. Rien de personnel, c'est juste les affaires. Mais ne croyez pas que les abeilles ont besoin de conseils lorsque quelque chose ne va pas dans leur ruche. C'est des insectes très intelligents, qui remarquent si la reine est défaillante, et peuvent la remplacer discrètement. La vieille reine reste dans la ruche et continue à travailler jusqu'à ce que les abeilles en élèvent une nouvelle et qu'elles se mettent en activité. Après ça, la vieille reine est soit bannie de la ruche, soit éliminée par les autres abeilles. Comme je le disais, c'est des créatures indépendantes. Il n'est donc pas facile de leur faire accepter une nouvelle reine, si un humain essaie de l'introduire dans la ruche. Les apiculteurs ont tout un tas d'astuces et même des cages spéciales dans lesquelles ils placent les reines pour que le reste de l'essaim s'habitue à elles, mais parfois ça ne marche pas. Les ouvrières ont tendance à rejeter les reines étrangères, surtout si elles ne sont pas génétiquement apparentées. Quand ça arrive, les ouvrières considèrent la reine comme un envahisseur et tentent de défendre la ruche. Pour ce faire, elles forment une boule autour de la reine et la mordent pour s'en débarrasser. Connaître tous ces détails aide les apiculteurs à se débarrasser des ruches situées dans des endroits où elles ne sont pas censées être. Lorsque les abeilles sont vraiment une menace, il faut renoncer à déplacer la ruche et le seul moyen est d'éliminer la reine des abeilles. Tant qu'elle pond 2000 œufs par jour, il n'y a aucun espoir que les abeilles disparaissent. Pour atteindre la reine, il faut d'abord se débarrasser de la plupart des ouvrières à l'aide de poison, puis le verser directement dans la ruche, et ensuite la sceller pendant quelques jours. Les apiculteurs expérimentés disent que c'est la seule chose qui fonctionne à tous les coups. Qui sommes-nous pour mettre leurs paroles en doute? Observe son mouvement. Maintenant. Il y a un côté sombre au fait de contrôler les animaux. On n'en parle pas à l'école, car les gens préfèrent garder le silence sur de tels faits. Mais j'ai découvert la vérité. Elle est cachée dans ce... Vous avez gâché un si grand moment. Donc, elle est cachée dans ce livre, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, par le professeur Yuval Noah Harari. Selon lui, les humains ont commencé à exercer un contrôle sur les animaux dès le stade de la chasse. Les nomades qui chassaient les moutons sauvages ne visaient que les mâles adultes ou les femelles âgées et malades. Pourquoi? Pour que les animaux puissent continuer à procréer. Puis, à l'époque de la domestication, les anciens humains se sont mis à éliminer les mâles agressifs qui résistaient au contrôle. Puis, ils se sont débarrassés des femelles trop curieuses, et ainsi de suite. Les choses sont devenues encore plus dures en ce qui concerne les porcs. Pour les empêcher de s'échapper, on leur retirait le groin. C'est de la logique simple et cruelle. Si on retire à un animal la capacité de renifler, il deviendra complètement dépendant de vous. En bref, en termes d'évolution, on a certainement réussi en tant qu'espèce, mais à quel prix?
La manipulation des abeilles à l'aide de leurs reines pourrait-elle également être considérée comme un moyen de contrôler les animaux? Peut-être bien, mais la mort de la reine des abeilles ne signifie pas toujours la fin de toute la colonie. Il est vrai que lorsque la reine meurt, la colonie entière, qui compte souvent jusqu'à 100 000 abeilles, est temporairement désorganisée. La reine des abeilles émet des signaux chimiques qui empêchent les abeilles ouvrières de pondre des œufs. Mais peu après sa mort, ces signaux chimiques disparaissent et les abeilles ouvrières peuvent pondre à nouveau. En bref, elles peuvent se multiplier à une vitesse terrifiante, ce qui fait s'effondrer tout le système. Si on ne le répare pas à temps, l'essaim mourra. Habituellement, les ouvrières logent les œufs ou les larves de moins de 3 jours dans des cellules spéciales pour les futures reines. Les abeilles nourrissent les larves avec de la gelée royale jusqu'à ce qu'elles deviennent de jeunes reines, effectuent leurs vols nuptiaux, s'accouplent dans les airs et essaient de s'entretuer. La dernière reine des abeilles debout obtient la couronne. Et les autres animaux? Quelque chose de plus grand et de moins ambigu. Prenons les loups. La mort d'un loup pourrait-elle entraîner l'effondrement du reste de la meute? Les recherches montrent que c'est possible, mais ça dépend beaucoup de la taille de la meute, de la saison et bien sûr du statut du loup en question. Chaque loup joue un rôle important dans la survie de la meute, mais la mort d'une femelle alpha, d'un mâle alpha ou des deux à la fois peut être une catastrophe. Une petite meute qui a perdu ses chefs, surtout pendant la saison de reproduction ou juste avant, se séparera dans 77% des cas. D'ailleurs, si les chefs meurent de cause naturelle, il est moins probable que la meute se sépare que lorsque la mort est causée par l'homme. Honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Peut-être que l'implication des humains sape en quelque sorte l'autorité du loup. Les alphas morts ne sont plus considérés comme cool, ce qui signifie qu'il n'y a plus de raison de rester ensemble. En fait, des animaux différents choisissent leur chef sur la base de critères différents. La plupart des gens pensent que l'individu le plus fort ou le plus agressif doit être le chef, mais dans la vie réelle, c'est bien plus intéressant. Les éléphants d'Afrique et les orques prennent pour chef la femelle la plus âgée. Les hyènes tachetées héritent de leur titre. Pour devenir une femelle alpha, leur mère doit être une femelle alpha. Les épinoches choisissent généralement leur chef en fonction de son attrait physique. Même dans les troupes de chimpanzés, où l'agressivité des mâles joue un rôle décisif, on assiste parfois à des phénomènes insensés. Les chimpanzés font de la politique. Les petits mâles pacifiques peuvent très bien se retrouver à la tête d'une troupe s'ils forment des alliances avec leurs congénères. Toilettage, partage des fruits, chatouillement du nourrisson, je suis sérieux. Vous savez comment certains hommes politiques aiment utiliser des photos d'enfants pour leur campagne électorale? Les chimpanzés font la même chose. Toujours pas impressionnés? Ah! Les abeilles ont des élections. Au lieu d'arguments, leurs débats sont basés sur la danse. Malgré la présence d'une reine, les abeilles agissent de manière démocratique lorsqu'elles décident où déplacer une ruche en danger. Les éclaireuses cherchent d'abord des sites de nidification appropriés, puis reviennent danser pour décrire à quel point le site qu'elles ont trouvé est cool. L'endroit que la plupart des éclaireuses acceptent d'examiner l'emporte. Ça signifie que l'ensemble de l'essaim s'y déplacera. Vous avez compris, on parle bien d'élections entre insectes. Je serais pas surpris s'il s'avérait qu'elle n'élimine la reine qu'après avoir atteint un consensus. Votre heure a sonné! Un vote? On doit voter? Bon sang, j'avais complètement oublié qu'on est dans une ruche démocratique. Pour être honnête, après ça, je pensais que les abeilles ne pourraient plus me surprendre. Honnêtement, qu'est-ce qui peut être plus cool que ça? Mais elles ont réussi, elles ont appris à se cloner. Les abeilles du Cap en Afrique du Sud peuvent faire des copies parfaites d'elles-mêmes. Elles se faufilent dans les ruches d'autres espèces d'abeilles et y pondent des œufs clonés. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées. Mais les clones ne travaillent pas, ils ne font que réclamer de la nourriture, ce qui conduit progressivement à l'effondrement de la ruche. Ils sont inoffensifs seuls, mais il se passera quoi s'il y a des centaines ou même des milliers de ces abeilles dans une colonie? Elle ne pourra pas se maintenir. Mais le plus surprenant n'est pas le clonage lui-même. Les scientifiques ont découvert que les abeilles ayant ce comportement parasitaire sont des descendantes génétiquement identiques d'une seule abeille ouvrière ayant vécu en 1990. En effet, il y a 30 ans, une abeille a décidé de se cloner et le processus est toujours en cours. Cette lignée de clones est responsable de l'effondrement de 10% des colonies d'abeilles domestiques chaque année. Au fait, si les abeilles clonées n'arrivent pas à capturer de ruches étrangères, elles finissent par détruire complètement la leur parce que, aucune ne veut travailler à une cause commune. En fait, elles veulent pas travailler du tout. J'en ai tellement marre, personne veut travailler, il n'y a que des profiteuses. Toi, tu vas faire la vaisselle. Toi, tu feras le ménage. Et toi, tu récolteras du nectar. J'en ai tellement marre, personne ne veut travailler, il n'y a que des profiteuses. Le clonage ne semble pas être bénéfique à la population d'abeilles. Au contraire, certaines salamandres ambystoma d'Amérique du Nord se sont si bien adaptées à ce mode de reproduction qu'elles se sont débarrassées des mâles.
Les femelles se clonent simplement de génération en génération. De nombreux scientifiques pensent que c'est une impasse, car l'absence de nouveaux gènes pourrait rendre les femelles plus faibles. Mais bon, les salamandres font ça depuis 6 millions d'années. Si le clonage avait des inconvénients, elles se seraient éteintes depuis longtemps, alors que les clones se régénèrent 1,5 fois plus vite que les espèces qui se reproduisent de manière traditionnelle. Comment c'est possible ? Il semble que les salamandres aient trouvé un moyen de diversifier leur génome. Elles volent tout simplement l'ADN de quelqu'un d'autre. Mais elles ne l'utilisent pas pour féconder des œufs comme on pourrait le penser. Elles l'ajoutent à leur propre génome, puis elles se clonent. Dans un article, j'ai trouvé un nom formidable pour ce processus de reproduction, la kleptogénèse. Ça paraît absurde, mais ça marche vraiment. Si le clonage fonctionnait toujours comme ça, on toucherait le jackpot. Imaginez que vous êtes un agriculteur et que bien sûr vous vous occupiez de votre ferme. Mais il y a toujours un risque d'avoir des veaux malades avec de faibles chances de survie. Le clonage pourrait arranger ça. Vous pourriez créer à l'infini des copies des meilleurs animaux. Peut-être que du coup on pourrait accidentellement élever des super vaches qui finiraient par envahir la planète. Mais c'est une autre histoire. À plus.